Salutations bande de Yule, c'est le Don, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va plus que bien et vous savez pourquoi? Je n'ai même pas eu le temps de fêter la centaine d'abonnés que vous étiez déjà plus de 300 à vous être abonnés à ma chaîne. Sur ce mes amis, bienvenue dans mon équipage et soyez témoins de l'aventure qui nous attend. Et je vous remercierai jamais assez pour tout l'engouement que vous avez créé suite à cette dernière vidéo. En effet cette dernière a explosé tous les compteurs et mes estimations. Or ici, on est là pour parler de la rêverie, soulever les différents enjeux en question et théoriser parce que c'est ma spécialité, sur les différents scénarios possibles qui suivront dans les prochains chapitres. Alors mes amis, si vous êtes prêts, c'est parti. Dans les quelques chapitres que nous avons eus auparavant, qui nous présentent la rêverie, on a eu bon nombre de révélations. Et en premier lieu, nous avions appris qu'il existait en réalité quelqu'un au-dessus du Conseil des 5 doyens, donc le Gorosei, quelqu'un situé tout en haut de la pyramide. Il s'agit de Im-sama. La première fois que nous l'avons vu, ce personnage descendait un escalier et se rendait dans une immense salle réfrigérée, en tenant dans ses mains les avis de recherche de Luffy au chapeau de paille et de Barbe Noire. Tout cela pour se rendre en face d'un immense chapeau de paille qui aurait appartenu à une figure marquante de l'ancien temps. En réalité, on ne sait pas grand-chose de ce chapeau de paille, on ne peut que spéculer. Voici donc ma théorie. Le chapeau de paille que détient Luffy, qui lui a été transmis par Shanks, lui-même transmis par le roi des pirates, Gold Roger, aurait été, en réalité, une réplique parmi tant d'autres qui se servait pour modèle ce chapeau-ci. Au même titre que les enfants de l'île des hommes poissons qui ont choisi d'adopter un chapeau de paille à l'effigie de celui de Luffy. Ce chapeau, considéré donc comme un trésor par Marie-Joie, est en réalité un trésor de guerre et par conséquent un outil de dissuasion politique, sur lequel repose donc la légitimité du gouvernement mondial à imposer son pouvoir, et donc son autorité. Il y a une citation que j'aime bien qui dit « Effacer l'histoire revient à voir les événements passés qu'on a voulu cacher se répéter ». Im-sama verrait donc en Luffy au chapeau de paille le témoin d'une volonté passée qui ressurgit au grand jour. Mais cette obscure vérité a voulu être cachée du grand public derrière une immense supercherie. Une supercherie qu'on appelle le trône vacant. Doflamingo avait raison, le pouvoir ne tient pas sur grand chose. On a appris, par l'intermédiaire du frère adoptif de Sabo, que quand un nouveau souverain est promu, celui-ci, lorsqu'il vient à Marie-Joie, doit pactiser et faire une allégeance envers ce trône vacant, en plantant une épée au sol devant ce dernier. Trône qui symbolise la volonté mutuelle à ne pas avoir un seul et unique dirigeant au sommet du pouvoir, et donc un symbole d'unité. Pour un souverain qui débarque comme ça, c'est vendeur. Mais derrière ça se cache une terrible vérité, celle d'une soumission inconsciente. Mais pour ce qui est de Stelly, donc le frère adoptif de Sabo, lui il n'y a même pas pensé. Ce dernier veut juste s'asseoir dessus, comme ça, au calme. Vous le sentez venir l'incident diplomatique ou pas ? Pour en revenir à Im-sama, on a appris que c'est cette personne qui décide bel et bien qui doit disparaître de l'histoire. Comme ce dernier tenait dans ses mains l'avis de recherche de Luffy, Barbe Noire, puis plus tard dans la salle fleurie, la photo de Shirahoshi pour au final désigner celle de Vivi, mais on y reviendra juste après, cela me laisse penser que ça aurait pu être cette personne qui est décidée du sort de Portgas the Ace. Donc choisir de l'exécuter serait donc du ressort de cette personne, au lieu de simplement laisser Ace croupir en prison. Et ça me fait du mal de l'admettre, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'on nous apprenne plus tard que c'est Im-sama lui-même qui est à l'origine de la guerre de Marineford, l'ultime mastermind. Pour ce qui est des 4 photos que Im-sama avait en sa possession, les 4 personnages présentés sont à leur manière de véritables menaces pour l'ordre mondial. On a 2 pirates très puissants et avec une certaine influence. De l'autre côté, nous avons 2 princesses qui gardent avec elles le secret des armes antiques. L'une est Poséidon, l'arme antique sous-marine, et l'autre fait partie de la lignée qui garde le secret de l'arme antique Pluton. On a une princesse sirène qui veut améliorer la condition de son peuple et l'autre qui s'intéresse au sujet des grands corsaires. Et vous l'avez compris, ce n'est pas ce qui intéresse les hauts dirigeants. Il y a plusieurs hypothèses que je peux soulever qui expliquent le choix de Im-sama envers Vivi. La première est celle qu'on vient d'énoncer par rapport à Pluton, et rien ne nous dit qu'elle a encore ce secret. En effet, elle est destinée à être la prochaine souveraine du royaume d'Alabasta, étant donné que son père est sur le déclin. D'ailleurs, en aparté, ce dernier, en seulement 2 ans, a eu un changement radical en ce qui concerne son physique. En effet, ce dernier s'est retrouvé en fauteuil roulant et ses cheveux ont tourné au blanc. Et il faut une certaine quantité de stress pour arriver à ce résultat-là. J'ai du mal à croire que c'est dû simplement au vieillissement, c'est bien trop rapide, ou encore plus rapide, il s'est blanchi les cheveux parce que c'est un peu la mode en ce moment, donc voilà, on sait pas. Tout le monde y passe, même les personnages de One Piece. Tout ça pour dire que ce mec, qui a toujours eu un comportement très protecteur vis-à-vis de Vivi, a vécu en ayant conscience qu'il avait une immense épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et si on ajoute
ajoute à ça le fait que Vivi est une ancienne pirate et alliée de Luffy, donc s'en prendre à elle serait un bon moyen d'atteindre Luffy. Et il existe malgré tout des personnes qui connaissent ce secret, en l'occurrence Smoker ou Wapol, qui est présent à la rêverie. Là non plus, ça ne m'étonnerait même pas de savoir que ce mec serait capable de faire de grosses crasses. Bien sale. Le mec a un ego surdimensionné, en plus d'être capitaliste. Pour revenir sur Cobra, ce dernier va en savoir plus sur l'histoire oubliée suite à sa rencontre avec Nico Robin, et aussi au sujet des poneglyphes. Il va donc remettre en question la volonté du gouvernement mondial à garder l'histoire dans l'oubli. Il prend des risques en faisant ça, sachant qu'il a déjà un statut de traître, parce que la lignée des Nefertari n'a pas renoncé à son statut terrestre il y a de ça 800 ans. Mais malgré tout, sa présence pour le sujet des grands corsaires est utile. Et ça, aux yeux des dragons célestes. Et du Gorosei. On a appris du 6P0 que s'en prendre à un dragon céleste peut entraîner la chute d'un pays, et ce lorsque l'un d'entre eux est intervenu pour kidnapper Shirahoshi, aka Poséidon, aka Mermaid Beauty. Bon, j'ai l'air d'un pointeur en disant ça, du coup je vais arrêter, mais voilà, vous avez compris. Le mec est intervenu comme ça devant tout le monde. On comprend donc que les dragons célestes ont un pouvoir beaucoup trop invasif, en plus d'avoir peu de considération en vue de la rêverie et de son importance. Les hommes poissons sont pas venus là pour déconner, je le rappelle. Dragons célestes, en plus d'être complètement attardés, les mecs se prennent pour des dieux. Je rejoins Luffy sur le fait qu'il mérite de bonnes grosses baffes de daron ou de forain, comme tu veux. J'aimerais surtout pas avoir des hauts représentants comme ça, dans le monde réel. Oh wait, c'est déjà le cas, non? Et pour sortir Shirahoshi de cette situation, un dragon céleste est intervenu avec une bonne grosse batte dans la tête. Dans la tête, mon gars, ça fait mal, hein. Ce dernier s'appelle Miosgard Don Quijote. On l'avait déjà rencontré auparavant dans le flashback qui présentait la reine Otohime dans l'arc des hommes poissons. Et donc ce petit mec s'est porté garant de la protection des différentes princesses et souverains, la coalition pro-Luffy quoi. Ces personnages gagnent donc en invulnérabilité à cette rêverie. Il y a donc beaucoup d'enjeux qui reposent sur lui et il constitue ce qu'on appelle une clé de voûte. Et celle-ci risque fortement de céder. Déjà, pour ce qui est de la suite du litige avec Saint Carlos, ouais, le mec s'est pris une grosse batte dans la tête. Exactement. Si on ajoute à ça le fait qui se désigne lui-même comme un être humain, suite à l'influence qu'a eu la reine Otohime sur lui, et le fait qu'il traite justement avec des humains et les protège. Et en dernier recours, si on appelle à la réputation de la famille des Don Quijote, ce n'est plus qu'une course contre la montre pour que sa légitimité cède. Et en plus de ça, il défend les Nefertari, qui sont des traîtres, selon les dragons célestes. Le mec a un gros CV quand même, hein. Et qu'en plus de ça, Doflamingo, qui est de sa famille, connaît le secret de Marie-Joie et peut le balancer à n'importe quel moment. Tout à l'heure, on parlait d'épée de Damoclès, mais là mec, c'est plus une épée là, genre c'est chaud. C'est tendu de ouf. Voilà, en cas de pépin, ils ont vraiment du mal à se sortir d'affaire. Et comme on dit, sécurité ne rime pas avec liberté. Mais heureusement pour ça, on peut compter sur les révolutionnaires pour intervenir. Ils doivent sauver les esclaves, dont Kuma, et par le biais de leur présence, doivent déclarer la guerre aux dragons célestes. Et si Monkey D. Dragon doit intervenir, il interviendra quand on aura le plus besoin de lui. Ça fait 20 ans qu'on veut le voir se bouger le cul, donc c'est un peu son moment là. Bref, de tout ça on peut en déduire qu'il y aura des scissions un peu partout, entre les groupes. Si le gouvernement et les hauts dirigeants choisissent bel et bien Vivi comme souffre-douleur, et si Cobra est écarté ou tué pour aller contre ses intentions de connaître la vérité sur les poneglyphes et le secret de l'ancien temps, alors ils pousseront Vivi à poser le genou et à pactiser envers le trône vacant, sachant la supercherie et tout ça, voilà. Et ils feront ça dans le but de récupérer Pluton et soutirer des informations. Mais si ça doit vraiment se faire, ce sera dans un contexte vraiment dramatique. S'en prendre à un vieux en fauteuil roulant, c'est le summum du vice. Or, on a vu que Vivi est toujours attachée à sa liberté et garde malgré tout une bonne condition physique. Elle sera peut-être amenée à se battre. Ouais, elle est chaud en baston, ouais, on peut dire ça, ouais. Il se pourrait même qu'elle redevienne pirate, ce serait cool. Moi, ce que j'attends, c'est l'éclatement de la vérité concernant Im-sama, la supercherie du trône vacant et toute cette fameuse vérité, la vérité, je veux dire vérité constamment, qu'on veut tous savoir sur ce qui s'est passé il y a 800 ans et sur ce fameux chapeau de paille. Pour avoir ces révélations, est-ce que Im-sama va intervenir, le Gorosei, ou alors tout simplement les révolutionnaires, comme il y a l'un d'entre eux qui a un pouvoir d'excavation, il pourrait peut-être aller dans la salle réfrigérée, on sait pas. Ou alors c'est Monkey D. Dragon qui interviendra. Pour être aussi déter, il doit forcément connaître 2-3 vérités le mec. Et c'est là que ma théorie prend tout son sens. Poussé dans ses derniers retranchements, c'est ici, c'est à ce moment-là que le gouvernement lancera un ultimatum. Et quoi de mieux qu'un ultimatum quand tous les pouvoirs sont représentés à cette rêverie? Shanks le Roux, qui est sensible au sujet des pouvoirs dans le monde et à l'ordre mondial, ce qui justifie sa présence ici, à la rêverie, il se présente en tant qu'empereur et représentant du monde
pirate d'une certaine manière. Il y a aussi Jewery Bonnie. Attends quoi? Non mais avec son fruit du démon, elle devrait peut-être s'éclipser. Il y a aussi Bartholomew Kuma, sous sa forme d'esclave. Vous voyez la subtilité, qui représente les capitaines corsaires. Et ensuite, il y a les révolutionnaires. Et c'est le moment parfait pour agir et d'avoir un impact mondial. Tous les grands représentants du monde sont présents à la rêverie. Et n'oublions pas la marine représentée par les amiraux, les deux extrêmes des amiraux pour le coup, et le GM représenté par le CP0. Y aura-t-il une scission entre les deux? Je ne sais pas. Ça pourrait être épique. Sur ce, mes amis, c'est ainsi que s'arrête cette théorie, et par conséquent cette vidéo. Elle avait pour but de nous faire patienter jusqu'au prochain chapitre, de faire un rapide recap de tout ce qui a été dit d'important à la rêverie, mais aussi, comme c'est ma spécialité, de théoriser. Par conséquent, mes amis, je dois absolument vous remercier pour tout l'engouement, encore une fois, que vous avez créé autour de ma dernière vidéo et à ma chaîne. Pour vous dire, vous avez été plus nombreux à vous abonner à ma chaîne qu'à laisser de pouces bleus, ce qui, pour une chaîne avec 5 vidéos à son actif, est pour le moins exceptionnel. Donc merci encore, mes amis. Soyez les bienvenus dans mon équipage, et soyez témoins de la longue et belle aventure qui nous attend, sans retour possible. Alors mes amis, c'était le Don. J'espère que vous avez aimé vous faire influencer. On se retrouve très vite pour le chapitre 925 de One Piece. C'était le Don pour vous servir.